Ok. Alors, messieurs, dames, bienvenue à tous. Normalement, nous sommes du coup enregistrés pour cette séance. Comme ça, vous pourrez aussi assister à la rediffusion si jamais vous devez partir un peu plus tôt. Bonjour Virginie, bonjour Pauline, bonjour Harmonie, bonjour Valérie. Bonjour. Je vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde, mais bienvenue à tous. Ça va, il y a certaines thèses qu'on connaît. Oui, voilà, c'est ça. On connaît déjà certains visages, d'autres qu'on ne connaît pas, mais c'est pas grave. Chloé, du coup, vu que je suis en partage d'écran, je te laisserai peut-être gérer aussi tout ce qui va être partie chat. Si jamais, voilà, c'est un webinaire qui est bien sûr participatif, donc ravi de vous avoir avec moi. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit effectivement vous pouvez activer votre micro. Dans ces cas-là, je pourrais vous entendre. Ou alors, sinon, je vous invite à envoyer dans le chat directement vos questions. Chloé, je t'inviterai à me les remonter au besoin. Il n'y a pas de souci. Ça marche, on fait comme ça. Bonjour à tous. Du coup, on en a pour 1 heure ensemble. On va passer de 11h30 à 12h30 ensemble sur un thème qui a l'air quand même de beaucoup vous intéresser, la charge mentale. Je vais attendre encore un petit peu. On attend jusqu'à 33, 34 et puis après on se lance. Allez. Je vois que ça arrive, ça y est. Bonjour Cindy. Alors, on vous invite à potentiellement peut-être couper votre caméra et votre micro, effectivement, si vous ne parlez pas. Dès lors que vous avez le souhait d'intervenir, au plaisir, je vous inviterai du coup à réactiver votre micro et à me poser toutes vos questions. De toute façon, on a un temps de questions à la fin qui reviendra forcément, même pour interagir sur le sujet, etc. C'est avec plaisir. Alors, on va parler de charge mentale, on va parler du coup de ce que c'est réellement, on va parler aussi de surcharge et bien entendu, je ne vais pas vous laisser juste comme ça avec quelques infos. On ira aussi notamment voir les trucs et astuces que je peux vous proposer contre la charge mentale, avec notamment 2 petits outils que je vous ai concoctés pour vous prodiguer ça, en plus de quelques pistes à suivre pour vous. Eh bien, je pense qu'il est peut-être temps qu'on se lance. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon. Alors, enchantée à tous, ravie de vous avoir avec nous pour cet après-midi qui doit peut-être aussi de votre côté être un petit peu sous la grisaille, on dira ça comme ça, mais c'est pas grave, je vais essayer d'apporter un petit peu de joie et de bonne humeur dans cette matinée et surtout sur ce temps du midi. Donc, on est ravis de vous accueillir avec Chloé contre la charge mentale, savoir bien la gérer, cette charge mentale. Alors, on va déjà commencer à se présenter mutuellement. Chloé, je prends la main et puis juste après, je te laisserai aussi te présenter. Et puis, je te laisserai aussi énoncer la suite. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Quérec, voilà, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Je suis du coup consultante psychologue du travail avec une spécialisation ergonomie au sein du cabinet Sémaphore. Et puis, j'ai différentes cordes à mon arc, on va dire ça, au sein du coup de ce cabinet. Comme vous vous en doutez, j'interviens sur des formations, notamment sur le sujet, voilà, sur la charge mentale, mais pas que. Donc, j'interviens sur tout ce qui va être risques psychosociaux, qualité de vie et des conditions de travail. Maintenant, il y a aussi des webinaires ergonomie et d'ailleurs des formations ergonomie qui vont arriver. Et puis, bien entendu, j'ai aussi une part plus individuelle où je peux faire de l'accompagnement pour certaines personnes, notamment sur des sujets de bilan de compétences ou alors de confiance en soi. Voilà. Et Chloé, je t'en prie, entre du coup 2 ajouts, tu peux te présenter? Merci Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc moi, je suis Chloé Niel, assistante administrative et commerciale chez Sémaphore depuis 1 an et demi maintenant. Donc c'est moi qui gère toute la partie devis, rendez-vous client, relance client, etc. Et qui du coup co-anime aujourd'hui avec Anaïs. Donc ça va, c'est une chance pour moi, hein, quand même.
Merci Chloé, c'est gentil. Petite De rien. info encore technique pour les nouveaux connectés. Si jamais votre affichage ne se fait pas tout à fait correctement, par exemple, vous voyez mon diaporama qui s'affiche sur une petite partie de votre écran, je vous invite déjà à vous mettre en plein écran et aller sur affichage qui est juste à côté de réagir. D'ailleurs, on vous invite à réagir. Et puis ensuite, cliquez sur intervenant. De là, vous aurez du coup le diaporama en plein écran et puis les petites vignettes qui seront sur le côté qui ne vous gêneront plus. Alors, à toi Chloé, du coup, pour la diapo suivante. C'est à Donc, toi du coup de nous parler de sémaphore. merci donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sémaphore, parce que c'est vrai qu'il y a quelques noms voilà, de personnes que je vois qui connaissent Sémaphore, mais d'autres qui ne connaissent pas. Sémaphore, c'est quoi? C'est un cabinet de richesses humaines qui est créé depuis 1996 et implanté à Rouen, mais qui intervient dans toute la France. Notre but premier, c'est d'accompagner les hommes et les femmes à s'épanouir professionnellement. Donc sur différents sujets, que ce soit le RH, le management, le recrutement, l'entrepreneuriat. On fait beaucoup trop de choses et je vous laisse lire du coup l'écran, hein, mais on fait beaucoup de choses. On accompagne des TPE, des PME. Voilà un petit peu pour la présentation globale de Sémaphore. Et Anaïs, je te laisse reprendre la main et animer ce webinaire. Ça marche, merci Chloé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, je vous propose du coup qu'on démarre, avant de parler de la charge mentale, de 5 petites minutes actu. Alors, je ne sais pas si on va atteindre les 5 minutes. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un sujet d'actualité à vous parler. Mais pour ça, je vais vous faire une petite devinette en attendant. Je vais vous afficher une petite image sur l'écran et je vous invite à me dire ce que vous y voyez ou à votre avis sur quoi le thème va pouvoir porter. Vous pouvez nous le noter dans les commentaires, voilà, notamment à votre avis, donc sur quoi de quoi va parler voilà, notre 5 minutes actu du coup RH. Il y a un petit piège dans cette image. Voilà. Moi, je crois savoir. Tu crois savoir? Oui, D'accord. N'en dis pas plus. j'en dis pas Est-ce plus. est-ce qu'on a du coup des retours au final dans les commentaires là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une petite idée de quoi on va parler avec cette image? On a Valérie Desneiges qui nous dit punaise de lit avec un point d'interrogation. Ah, peut-être. Voilà, bon, effectivement, c'est pas vraiment des punaises de lit sur cette image, mais ça pourrait être ce thème-là, effectivement. Est-ce que tu as d'autres commentaires? On a V. Perrier qui nous dit les 5 S. On a Jennifer qui nous dit couleur urgente. Ah là là, c'est pas mal. Bon, il y a une personne dans le lot qui a effectivement la bonne réponse. Et oui, je sais, c'est vraiment un sujet d'actualité. On nous en a parlé du coup depuis maintenant quelques semaines. Effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie calamité. C'est une vraie calamité, pardon, les punaises de lit. Et moi, je voulais venir sur le sujet du coup des punaises de lit sur le lieu de travail, parce que oui, forcément, le monde juridique, le droit social évolue et du coup évolue un peu avec notre quotidien. Donc, qu'est-ce que ça en dit de tout ça? Il y a effectivement une question qui s'est posée, c'est si jamais on a des punaises de lit, voilà, si les locaux de l'entreprise révèlent la présence de punaises de lit, quelles sont aujourd'hui les obligations et les recours de l'employeur? Bon, alors, je me prends le sujet à la rigolade, mais c'est un réel sujet effectivement qui a été posé et je ne vous le souhaite vraiment pas. Mais c'est pas impossible un jour que vous voyez la présence de ces petites bêtes sur le lieu de travail. Donc, quoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le droit du coup du code de travail, notamment par rapport à cet élément-là? Eh bien, j'ai la réponse pour vous. Déjà, il faut savoir que l'employeur il est tenu à une obligation de moyens renforcée afin de préserver la santé et la sécurité de nos salariés par du coup l'article L42-21-1 du Code du travail. Mais si jamais on a des punaises de lit dans notre entreprise, est-ce qu'il y a une action à mettre en place, oui ou non? Eh bien oui. Les punaises de lit, ça peut provoquer notamment des atteintes dermatologiques et allergiques qui peuvent être potentiellement sévères. Je pense notamment voilà, aux personnes qui sont allergiques. On peut avoir des réactions qui vont être assez conséquentes. Mais pas que, et ça, moi, c'est l'aspect qui va m'intéresser, c'est des effets psychologiques graves. Rappelez-vous, y compris quand vous avez votre petite tête blonde qui ont des poux, par exemple, l'état dans lequel se trouve la maison. Oui, on est tous hyper inquiets avec potentiellement développement d'anxiété, etc. On cherche à intervenir au plus vite.
Eh ben, dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Voilà, d'autant plus la crainte au final de ne pas réussir à traiter correctement, etc., et de ne pas réussir à les éliminer totalement. Donc, si des punaises de lit se trouvent sur le lieu de travail, l'employeur doit mettre immédiatement en place des actions concrètes pour éradiquer nos fameuses punaises, avec des professionnels de désinfection, de l'équipement nécessaire pour ne pas se faire piquer notamment, ou y compris pour nettoyer. Et si l'employeur manque à son obligation de sécurité, il peut être condamné à 5 000 € de dommages et intérêts. En cas extrême, le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'il court un danger grave et imminent pour sa santé, qui peut mettre en péril du coup sa sécurité, peut faire valoir son droit de retrait. Donc je vous joins l'article, bien entendu, vous pourrez le voir lors de la rediffusion à nouveau. Et si le droit de retrait est justifié, l'employeur ne peut pas obliger l'employé à reprendre. Voilà du coup pour les 5 petites minutes actu. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites informations sur le sujet. Je vous souhaite en tout cas que ça ne vous serve jamais. Alors, il est temps maintenant de démarrer le sujet de la charge mentale. Donc déjà, aujourd'hui, la charge mentale, qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, je pourrais déjà commencer à pouvoir vous poser la question, pour vous, la charge mentale, qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez du coup activer vos micros si jamais vous souhaitez me le mentionner. Après, vous êtes plutôt nombreux, donc sinon, vous pouvez aussi intervenir dans le chat. Chloé, si jamais du coup, tu vois des personnes voilà, qui notent Oui. quelque chose, je t'invite voilà, à nous les évoquer. Voilà, notez-moi en quelques mots, du coup, ce que c'est pour vous que la charge mentale. Même un mot-clé ou plusieurs. Toi, par exemple, Chloé, ça te fait penser à quoi la charge mentale? À beaucoup penser, un peu à voilà, à avoir trop de choses dans la tête. Pour moi, Ok, c'est ça. effectivement. Est-ce que tu vois du coup quelques commentaires de personnes qui nous parlent de la charge Oui, mentale? beaucoup de commentaires. Donc on a, pensé tout le Ah, temps, le stress, des tiroirs ouverts de plus en plus nombreux, devoir tout anticiper, on a la masse de tâches à réaliser dans le temps imparti, le cerveau plein, penser jour et nuit, week-end au travail, insomnie. ouais. Ouais, ça y est, je les vois aussi. Eh bien, tout ça, effectivement, ça concerne notre sujet aujourd'hui de la charge mentale. Alors, la charge mentale, c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder parce que complexe et multiple. Vous allez voir que du coup, ça dépend de multiples facteurs. C'est assez flou aussi quand on parlera de charge mentale. On se dira, mais au final, est-ce que c'est bénéfique ou pas la charge mentale? Est-ce que du coup, il faut s'en séparer à tout prix ou quoi que ce soit? Donc, avant peut-être effectivement d'aborder le sujet d'une définition, je vais commencer par vous évoquer quelques chiffres. Oui, parce que moi j'adore les chiffres. Et du coup, on va voir déjà en pourcentage, notamment ce que ça peut représenter déjà la charge mentale. Eh bien, la charge mentale, pour le quotidien des Français, il y a 41% des Français qui la lient à la gestion, l'organisation et la planification constante des tâches domestiques et professionnelles. Donc oui, je voyais quelques personnes qui me mettaient en commentaire du coup le fait de penser au travail, y compris chez soi, on y est, mais il y a aussi notre quotidien personnel. S'occuper des enfants, s'occuper effectivement de la maisonnée, devoir payer ses impôts, etc. Voilà, tout ce genre de choses-là, ça s'ajoute à la charge mentale pour ces personnes. On a 24% des Français qui vont la résumer à une double journée. Donc, ma journée de travail et ma journée chez moi. D'ailleurs, journée de travail, elle peut être imbriquée au final dans la journée chez soi. On a aussi 13% des Français qui vont la considérer comme une articulation entre vie pro et vie perso. 20% des Français qui, en tout cas, s'ils n'arrivent pas forcément à la définir, estimeront qu'ils la ressentent de manière excessive. Et là, mesdames, c'est une partie qui va nous concerner. 8 femmes sur 10 seraient concernées par du coup, cette sensation de charge mentale trop conséquente. Maintenant, attention, 8 femmes sur 10, ça ne veut pas dire qu'uniquement les femmes sont concernées par la charge mentale. Vous allez très vite le comprendre. Alors déjà maintenant, si je peux aller un petit peu plus dans le détail sur ce que c'est que la charge mentale, eh bien, on va parler déjà de gestion des tâches. J'ai quelques petites définitions à vous apporter. Donc déjà, au Québec, notamment avec l'avis de Nicole Bray, ça peut être un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant. Intangible, ça veut dire que du coup, effectivement, c'est impalpable, on ne s'en rend pas compte, c'est parfois même compliqué à mesurer, incontournable parce qu'on n'a pas le choix et constant parce que c'est notre quotidien. Et
Ce que je peux, moi, en tout cas, vous en dire, si je peux déjà le résumer un petit peu, c'est que c'est quelque chose qui est présent naturellement chez tout le monde. Donc oui, dédiabolisons la charge mentale. C'est quelque chose de naturel. C'est comme le stress. Elle correspond à l'attention accordée à traiter une quantité d'informations de manière simultanée. Elle apparaît en amont d'une tâche et correspondra aussi à l'effort d'attention et de concentration nécessaire pour gérer la compétition de ces tâches-là, ainsi que la manière de la réaliser, et pas comment je les réalise. Pour vous résumer un petit peu ce qui est écrit, donc la charge mentale, on en possède tous une, comme le stress, voilà, on l'a tous de manière naturelle. C'est du coup comment je vais porter mon attention pour gérer une quantité d'informations multiples, tout en même temps, et du coup potentiellement faire de la gestion de priorité, laquelle est la plus importante à faire en même temps, etc. C'est toute l'analyse qui se passera au sein de votre cerveau. Alors, pour voir si vous avez bien compris, j'ai du coup un petit exercice pour vous. Voilà. Ça peut être une situation du quotidien. On a deux personnages. On va avoir A et B, qui sont d'ailleurs les heureux parents de deux enfants. Un matin, avant d'emmener les enfants à l'école, on a A qui s'aperçoit que la dernière bouteille de lait vient d'être entamée et en parle à B, qui propose d'aller en acheter. B, malgré son entrain, il a tendance à être un peu tête en l'air, donc A va lui rappeler d'acheter du lait avant de partir au travail, puis d'ailleurs va lui en parler une deuxième fois dans l'après-midi. 1 heure plus tard, B appelle A afin de savoir s'il doit prendre du lait entier ou bien demi-écrémé. De même, B fait part d'une réduction plutôt intéressante sur le lait bio et demande à A si ça vaut le coup de l'acheter. Sur conseil de A, B prendra d'ailleurs un autre pack de lait. À votre avis, et là j'attends vos retours dans les commentaires, qui de A ou de B supporte la charge mentale dans mon exemple? Et d'ailleurs, je suis sûre que cette situation, elle doit vous parler. Ah, j'ai du A, j'ai beaucoup On a de beaucoup de A. A. Ah, bon là, ok, encore du A, ça marche. Bon, ça a l'air d'être unanime, hein. Du A, toujours du A, ok. Eh bien, vous savez quoi, on va faire l'analyse ensemble. Alors, déjà, qui doit aller acheter du lait? Est-ce que c'est B ou A? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. C'est B qui doit aller acheter le lait. C'est B qui doit aller acheter le lait, on est bien d'accord. Maintenant, qui analyse la situation pour savoir quel lait acheter? D'accord. Après analyse, ce serait plutôt A. Maintenant, qui surveille le stock de lait? Si je regarde bien, c'est mentionné dans le texte, c'est plutôt A qui le fait. Et qui est vigilant pour ne pas oublier la tâche? Ici, c'est plutôt A, parce que B, on le sait, il est tête en l'air. Réponse, du coup, à cette question, mais vous aviez tous raison pour l'instant, c'est bien A qui supporte la charge mentale, vous avez tout compris. Pourquoi? Parce que la charge mentale, c'est aussi le poids de la décision. A, il assumera la responsabilité de surveiller, collecter l'information pour prendre la décision, rester en état de vigilance, supporter l'angoisse de performance qui est associée. Bon, alors là, l'angoisse de performance, il est plutôt minime, mais quand même. Et B, il est exécutant. Tu me dis, je fais, et donc épargné d'une grande partie de ce stress et aussi forcément de ce poids décisionnel. Et pourtant, quand on regarde de manière opérationnelle, la tâche, elle est bien répartie équitablement. A mentionne le fait d'aller acheter le lait, B va le faire. Donc au final, c'est pas juste une répartition équitable, mais c'est aussi tout le poids de cette décision-là qui va entrer en compte. Et ça va être très intéressant, notamment de s'en rendre compte au sein des métiers, des professions, dès lors qu'on a potentiellement un métier à responsabilité, ou on a un métier où on doit prendre des décisions, voire même on a un métier de performance, nous aussi, on devra supporter notre charge mentale. Alors, je vous entends de là, même si vos micros sont désactivés. Mais du coup, ça veut dire que c'est majoritairement les femmes qui savent gérer. Et puis, de toute façon, le multitâche, c'est plutôt les femmes qui savent bien gérer. Elles sont plus à l'aise pour le faire. Eh ben non. Voilà. Non, les femmes ne sont pas plus à l'aise en double tâche que les hommes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que personne n'est multitâche. Nos ressources attentionnelles à nous, humains, et en concentration, elles sont limitées. Pour nous protéger d'ailleurs de la surcharge, c'est justement pour ça qu'on a notamment aujourd'hui des soucis au niveau de la charge mentale.
Donc, nos ressources, elles sont limitées au niveau attentionnel et de concentration et propres à chacun. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir notamment une mémoire d'éléphant, et je pourrais dire qu'il va être ultra efficace, et d'autres qui, effectivement, auront besoin de beaucoup moins d'infos. D'où les personnes qui vous diront, s'il te plaît, ne dis pas deux choses en même temps, j'ai un peu de mal à gérer. En plus, du coup, ces ressources, elles vont décroître naturellement au fil du temps, au fil des années, mais aussi au fil du temps littéralement. 100 à 70% de nos capacités attentionnelles vont diminuer en 25 minutes. Et enfin, on passera de 100 à 50% de capacité attentionnelle en 50 minutes. Donc, autant vous dire que plus vous êtes surchargé par le multitâche, plus votre capacité d'attention, elle va diminuer. Aussi, plus on maîtrisera une tâche, plus on la fera rapidement et sans charge excessive. Ça veut dire que si je suis habitué à faire depuis très longtemps, par exemple, des webinaires, ça ne va pas me prendre beaucoup de charge mentale. Par contre, si c'est la première fois que j'en fais un, alors là, autant vous dire que ça va être très compliqué. Et si jamais j'ai des interruptions fréquentes, là, j'augmenterai le temps passé sur ma tâche et du coup, par biais, j'augmenterai également ma charge mentale. Pour vous donner quelques petits chiffres à nouveau, on met plus ou moins 3 minutes à se reconcentrer après une interruption. Donc oui, quand les personnes elles viennent vous voir dans votre bureau pour vous demander quelque chose, une fois ça va, plusieurs, ça commence à vous surcharger mentalement. Et en plus, à chaque interruption, on passera au moins 30 à 50% de temps de plus à faire notre tâche. Autant vous dire que le multitâche et les interruptions, c'est un vrai fléau pour la charge mentale. Et un autre élément aussi qui va influencer la charge mentale, c'est qu'on a parfois tendance à ne pas laisser les autres faire par besoin, peut-être un besoin de contrôle, de responsabilité, peur d'être déçu, ou alors par facilité, tant qu'on le peut. Oui, oui, je vous vois là, tous et toutes. Du coup, oui, effectivement, il y a ce côté, je vais avoir beaucoup de tâches à gérer, potentiellement je vais être interrompue, mais des fois, j'ai aussi du mal à déléguer mes tâches. Et c'est ça aussi qui va augmenter ma charge mentale. Oui, effectivement, peut-être que ça ne va pas être fait correctement comme je l'aurais souhaité. Par exemple, peut-être que A, dans notre exemple un petit peu plus tôt, il a été un peu trop contrôlant. Il aurait très bien pu laisser B gérer en me disant, bah tiens, je te fais confiance, tu gères. Et potentiellement, tout le côté choix du pack de lait aurait été retiré. A n'aurait pas eu à gérer ce côté-là. Attention, je ne dis pas que c'est toujours faisable. Maintenant, dans la sphère pro, et par rapport notamment à la tâche, on a une autre définition. Donc là, c'est mon petit côté ergo qui arrive et qui va vous apporter cette superbe définition. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin. La charge mentale dans la sphère professionnelle, ce sera l'ensemble des opérations mentales qui va être effectuées par un travailleur lors de son activité professionnelle, la concentration, la compréhension, l'adaptation, l'attention et la minutie. C'est quand j'accomplis des tâches de traitement d'informations, des mails, mais aussi tout le côté pression psychologique liée aux exigences de rapidité, de délai, de qualité d'exécution, l'obéissance aux ordres de la hiérarchie ou alors à la gestion avec les collègues et les tiers. Pour résumer au final ce petit commentaire, ici on voit qu'on a 3 choses qui vont ressortir. Le côté performance, je dois être performant et en plus, si j'ai peu de temps pour faire les choses, ça va augmenter ma charge mentale. La charge psychique aussi va être abordée. La charge psychique, qu'est-ce que c'est au final? C'est le fait de traiter l'information. C'est le fait effectivement de devoir gérer l'information avec les tiers. Et partons, oui, du coup, la charge cognitive, c'est comment est-ce que je vais faire pour effectuer ma tâche. Donc voilà, charge psychique. Comment faire par exemple pour respecter les ordres de ma hiérarchie, comment faire pour respecter les relations de mes collègues, charge cognitive, comment est-ce que je vais réaliser la tâche, est-ce qu'elle est bien ancrée dans ma tête. Est-ce que pour vous, la charge mentale a un lien avec l'épuisement professionnel et plus précisément le burn-out? Vous pouvez me répondre dans la barre du coup de commentaires, vous me dites si selon vous, oui, d'ailleurs même pourquoi selon vous, ou alors non, si pour vous il n'y a aucun lien. On voit retour. On voit beaucoup de oui. Beaucoup de oui pour l'instant? Oui, Ouais. on a des oui, des bien sûr, des complètement. La charge mentale peut entraîner le burn-out. Donc j'enfonce une porte ouverte et c'est tant mieux. Déjà, au moins vous êtes au courant de ça. Alors moi, j'irai un petit peu plus loin. Je vous dirais que la charge mentale, elle ne provoque pas forcément le burn-out. Par contre,
ce qui peut provoquer un épuisement professionnel, c'est la surcharge mentale. Et là, du coup, vous voyez qu'on n'est pas sur la même chose. La charge mentale, elle est naturelle. Tout va bien. C'est quand on atteint un certain niveau que là, on va entrer en état de surcharge mentale. Et effectivement, la surcharge mentale sera ce qu'on peut appeler du coup un risque qui nous amènera potentiellement à l'épuisement professionnel. Alors, comment ça marche au final, se dérouler ce processus-là? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on peut être tous impliqués et qu'il faut être aussi extrêmement vigilants les uns par rapport aux autres. On le sait, du coup, nos capacités cognitives, elles sont naturellement limitées. Mais on a tous des quantités de travail qui, elles, ne sont pas spécialement limitées. Du coup, pour ne pas être en perte d'efficacité, on va généralement se surengager. On va peut-être faire un travail excessif, compulsif. Potentiellement, vous allez ramener du travail à la maison, vous allez répondre aux mails le soir, etc., pour pouvoir gérer cette quantité de travail qui va arriver peut-être en excès, ou alors, notamment, vous venez d'arriver sur votre poste, vous devez gérer tout ça, bah forcément, vous allez y passer plus de temps. Mais ça, tout va bien tant que ça ne perdure pas justement dans le temps. Plus ce sera long, entre guillemets, temporellement, plus ça deviendra chronique. Et c'est là que ça pose souci. Donc, ça va devenir de l'acharnement. Ça veut dire que ça va durer. Si c'est une semaine, ça va. Si ça commence à arriver sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 1 an, et généralement, le souci, c'est que les personnes qui tombent en burn-out, ça fait plus d'1 an que ça arrive. Des fois, ça peut durer des années, 5, 10 ans. Là, ça commence à devenir problématique. On rentre dans l'acharnement. On a une perte d'efficacité en plus, parce que du coup, quand on s'acharne, on est plus fatigué, et du coup, on va redoubler d'efforts encore. Vous commencez à voir le cercle vicieux. Vu qu'on perd en efficacité, on va à nouveau surengager, on va à nouveau ramener du travail chez soi, on va à nouveau se démener. Du coup, on commencera aussi à rentrer dans le déni, parce qu'on ne verra pas le surmenage. Ça va être ces personnes-là où vous allez leur dire, mais dis, tu finis tard en ce moment, tu ramènes du travail chez toi, et elles vont dire, non, non, mais ça va, c'est le temps de quelques instants, ça va le faire, mais non, mais c'est normal, ça correspond à mon travail. Pourquoi? Parce que forcément, on cherche à accomplir correctement notre travail. On n'a pas envie d'avoir une baisse de performance, et du coup, on ne s'apercevra pas de la boucle qui commence à rentrer. Et d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, étant donné qu'on essaye de gérer notre travail, nous, de notre côté, on acceptera aussi difficilement, on n'acceptera pas spécialement l'aide des autres. On aura du coup un cumul du stress qui sera une charge de travail trop importante, du coup, avec un dépassement, une simulation, la surcharge mentale arrivera. Voilà, donc la charge de travail elle sera trop importante. Le stress commencera à se joindre, du coup, on aura un cumul du stress qui deviendra chronique et du coup nocif pour la santé, avec un épuisement général. Et quand je dis épuisement général, du coup, ce sera lié à l'épuisement professionnel. Ça touche 3 sphères, le côté physique, avec du coup une augmentation des troubles sur la santé, des problématiques psychiques, voilà, parce que forcément, ça vous est entamé dans tout votre quotidien, vous allez y penser continuellement. On va avoir du coup des formes d'épuisement qui vont se créer avec aussi un mauvais enregistrement. En fait, toutes vos capacités d'attention et de concentration, elles vont disparaître. Et forcément, ça touchera aussi au niveau du moral. Les personnes qui commencent à tomber en épuisement professionnel, il y a de gros soucis au niveau émotionnel et aussi au niveau agressivité. Vous allez les voir, je vais vous les énoncer du coup, ces effets qu'on peut observer. Et ça, c'est juste au niveau de la personne. Il y a aussi du coup des effets au niveau de l'entreprise. Quels sont les facteurs au final, pour conclure, qui vont favoriser notre charge mentale? Pour résumer, ce sera des facteurs organisationnels. J'ai un travail complexe avec des interruptions, un cumul des tâches. J'ai des contraintes temporelles. J'ai des violences internes et externes que je vais pouvoir rencontrer avec des personnes qui potentiellement vont présenter de l'agressivité ou même des fois aussi une très mauvaise ambiance de travail en interne. Des situations de conflit aussi qui vont apparaître. Le contrôle émotionnel lié à votre métier. Et enfin, les ambiances physiques de travail, tout ce qui va être lié au bruit, notamment quand vous travaillez dans un open space avec un environnement bruyant, des températures plus ou moins élevées, au contraire très faibles, une luminosité mauvaise. Vous voyez qu'au final, les environnements physiques peuvent clairement vous affecter. Sans parler non plus des contraintes physiques, liées à tout ce qui va être physique, chimie, etc., qui peuvent aussi vous contraindre dans votre activité, si notamment vous êtes en lien avec des éléments je ne sais pas moi, liés à la chimie, des produits chimiques que vous ne devez pas toucher, etc. Forcément, vous allez devoir y penser dans votre quotidien de travail. Il va y avoir des facteurs personnels,
nos capacités cognitives et de mémorisation propres, votre état physique et psychologique. Donc, si je suis perfectionniste, par exemple, je serai plus touchée. Si j'ai un besoin de contrôle, si je me sens responsable. Et aussi, mon niveau de formation et d'expérience ou alors d'inexpérience. Si effectivement j'arrive sur mon poste et que j'ai aucune formation pour l'intégrer, bah, effectivement, ma charge mentale, elle va être affectée. Et enfin, des facteurs sociétaux. Et oui, notre quotidien aujourd'hui de travail, mais pas que, la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous impacte forcément au niveau de la charge mentale. Les normes sociales, les stéréotypes de genre, donc notamment lorsqu'une famille a des enfants, le contexte socio-économique actuel avec la mondialisation, la concurrence croissante, l'adaptation rapide et continuelle, la tertialisation de l'économie. Et je ne vous parle même pas au final de l'hyperconnexion. Vous avez assurément peut-être comme moi 2 téléphones. Vous avez votre ordinateur, vous répondez à vos mails le soir, vous regardez la télé, vous avez Internet. On a continuellement de l'information de partout. Et enfin, tout ce qui va être changements brutaux et situations de crise, je pense notamment à l'épisode de Covid-19 qu'on a pu vivre. Et du coup, effectivement, là, par exemple, la crise avec nos fameuses punaises de lit, ça va être des facteurs de charge mentale. Donc, vous voyez que c'est multifactoriel. Ça vient de partout. Quelles vont être les conséquences sur la personne? Et là, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles parce que connaître aussi nos propres symptômes, nos propres conséquences sur nous, ça nous permettra déjà de faire un premier diagnostic et de voir effectivement si on est en état de surcharge ou pas. Sur le plan cognitif, on aura une impression de ne plus se rappeler de rien, notamment le perte du contenu mental de la tâche. Je n'arrive plus à effectuer ma tâche. Je ne sais plus comment faire. J'ai connu une personne en burn-out qui avait été tellement affectée par cet élément-là qu'elle n'arrivait même plus à faire un plan de table. Elle n'arrivait même plus à mettre la table. Donc, vous voyez que ça peut aller très, très loin au final au niveau du plan cognitif. Et effectivement, après, ça met du temps aussi à se redresser, à redevenir comme avant. Si je peux vous dire, d'ailleurs, ça redeviendra comme avant. On a des difficultés à faire le tri et à décider de ce sur quoi porter notre attention et enfin des difficultés à se concentrer. Sur le plan émotionnel, on a une plus grande irritabilité. Je pense que je n'ai pas besoin non plus de vous donner un exemple. Hein, quand on est généralement surchargé mentalement et qu'il y a d'ailleurs la personne sur qui la faute ne devrait pas être reportée qui vient nous parler, on a tendance à s'agacer sur elle, malheureusement. On a une plus grande vulnérabilité au stress, du coup, vu que la charge mentale déclenche le stress, donc du stress aigu, de l'anxiété. On a un découragement, l'impression de ne plus pouvoir faire face, donc avec potentiellement aussi des épisodes dépressifs des fois qui peuvent se déclencher. Et enfin, une tension accrue avec les autres, avec des violences à différents niveaux d'ailleurs notamment. Et enfin, sur le plan physique, une augmentation des douleurs, donc articulaires, musculaires. Les troubles musculo-squelettiques viendront nous faire un petit coucou à ce moment-là. Notamment, je pense, pour les travails de bureau, là, vous voyez, moi-même ayant une grosse charge mentale, j'ai mal au cou, par exemple, ou mal au dos. Une augmentation des conduites addictives, bah oui, vous allez peut-être avoir tendance à plus fumer, ou alors vous prendre un petit verre le soir pour décompresser, ou que sais-je. On aura une augmentation des troubles du sommeil et de l'alimentation. Je voyais un commentaire tout à l'heure qui me parlait d'insomnie. Eh ben, on est pile poil dedans. Et aussi de l'alimentation. Vous allez avoir tendance à plus manger, ou alors au contraire avoir une perte d'appétit. Et enfin, j'aurai aussi une augmentation de problèmes, notamment cardiovasculaires, et encore, je ne mentionne pas tout, avec notamment, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, donc le karoshi. Karoshi, qu'est-ce que c'est? C'est un terme japonais, du coup, ça nous vient directement du Japon, avec ces personnes qui, malheureusement, décèdent sur leur lieu de travail. Bon, alors là, évidemment, je prends l'exemple extrême, hein, je ne vous le souhaite pas, mais la traduction littérale, c'est la mort subite due au surmenage au travail, le karoshi. Il y a aussi tout exobo qui peut exister. Je ne sais pas si vous connaissiez ces termes-là. Je veux bien effectivement que vous le partagiez dans le chat si ça ne vous est pas inconnu. Donc voilà, c'est tous les problèmes cardiovasculaires qui vont en découler avec des fois des conséquences dramatiques dues au surmenage ou des fois dues même effectivement à tout ce qui va être lié à la dépression. Mais il y a aussi des conséquences au niveau de l'entreprise. Forcément, ça aura un impact profond sur l'organisation de la culture et sur différents niveaux. Je vais avoir un turnover plus important, des absences à répétition. Je vais avoir des sabotages avec des personnes qui vont directement chercher à saboter le travail des autres, voire même le leur, pour éviter justement d'avoir ces problématiques de baisse de performance ou alors les justifier.
Une baisse d'efficacité, une productivité en baisse, des mouvements sociaux aussi qui vont se déclencher, une augmentation de la colère en interne, des violences verbales, voire des fois même du harcèlement moral, une baisse de la qualité de votre travail et enfin de la démotivation qui va vraiment se déclencher. Je vous invite très fortement à regarder aussi les indicateurs au niveau de l'entreprise, vous qui êtes du coup, nous qui sommes d'ailleurs entre professionnels du coup des ressources humaines, ça c'est des éléments qui vont être très 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 importants à mesurer. Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, là, comment est-ce qu'on fait du coup pour intervenir sur la charge mentale? Ça, c'est la question. Comment est-ce que j'interviens du coup sur cette dernière? Je vais déjà vous apporter quelques éléments de réponse au début avant de vous apporter mes propres trucs et astuces pour cette dernière de manière plus précise et peut-être plus liée à vous. Alors déjà, j'ai un premier outil que je peux vous apporter qui est du coup un autodiagnostic, ou je pourrais même dire un diagnostic sur les signes d'épuisement en interne. Si vous soupçonnez que vous êtes concerné ou alors que quelqu'un d'ailleurs autour de vous est concerné, posez-vous ces questions-là. Est-ce que l'individu ou vous-même se plaint de manquer d'énergie pour accomplir son travail? Est-ce qu'elle fait part de problèmes de concentration, de manque de disponibilité mentale au travail? Est-ce que cette personne est facilement irritable? Est-ce que vous-même ou alors les autres expriment du dénigrement à propos de son travail, qualité de son travail, ou alors de l'environnement professionnel? Les fameux « Ah non mais en ce moment j'en peux plus, il n'y a rien qui va, j'ai l'impression que l'ambiance elle est pourrie ». Est-ce que cette personne elle va dévaloriser le travail qu'elle accomplit, sa propre efficacité ou alors ses compétences? Ah je suis nulle, en ce moment j'y arrive plus. Est-ce qu'elle manifestera des signes inhabituels de désinvestissement ou alors de désengagement professionnel? Et là, c'est important pour vous de le repérer. C'est que c'est des signes inhabituels. On voit un vrai changement au niveau du comportement de la personne. De vous-même, vous pouvez le ressentir, mais aussi au niveau de l'autre, qui ne s'en apercevra pas d'ailleurs toujours. Et c'est là que du coup, ça va être important pour vous d'être attentif. Comment est-ce que je fais du coup pour le repérer grâce à ces questions-là? Vous allez avoir le replay. Si vous avez la possibilité effectivement déjà de noter ces quelques questions, je vous incite à le faire très fortement. Faites une capture d'écran, ça marche très bien. Et effectivement, commencez à vous poser les questions. Ça pourra, je pense, être très intéressant à observer. Anaïs, je me permets Oui. de te couper. On a eu une question qui est est-ce que tout doit être cumulé? Non, pas forcément. Là, effectivement, on peut avoir, comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être intéressant de faire le ratio, pardon. Si j'ai une ou deux questions qui effectivement sont plutôt avec une réponse positive, donc oui, par exemple, j'ai une personne qui se plaint de manquer d'énergie pour accomplir le travail, et puis la deuxième, ça peut être un point d'alerte. De toute façon, c'est toujours intéressant de se poser la question. Oui, peut-être que j'ai une personne du coup qui va avoir des soucis au niveau du sommeil, mais c'est pas spécialement lié à la charge mentale. Si effectivement j'ai une majorité de questions qui reviennent, là, ça peut être un véritable point d'alerte et je veux dire même à un moment de passer en action. Je ne sais pas si ça répond du coup à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être dans le chat actuellement? Des questions? Emeline qui a posé la question, elle a marqué OK, merci. Donc, Ah je bah, pense que tu as répondu à sa question. de rien, Evelyne, au plaisir. Comment est-ce que j'aide une personne en surmenage? D'ailleurs, peut-être que moi-même, je suis concernée par le surmenage et c'est là aussi que ça peut être intéressant pour vous. Déjà, première chose à faire, si j'observe qu'une personne est concernée du coup par ce côté de la surcharge mentale, ce surmenage, je vais aller discuter avec lui. Le but que je vais avoir, moi, c'est de l'aider à prendre conscience sans jugement. Je ne vais pas lui dire, bon, ça suffit, tu es surchargé mentalement, maintenant, déjà, c'est un peu bizarre dit comme phrase, dit comme ça. Effectivement, ça va plutôt être d'y aller sur des œufs, de potentiellement lui proposer d'aller faire une pause. Ah, ça fait longtemps quand même que tu travailles sur le sujet, tu es dessus depuis 3-4 heures, tu veux pas venir prendre ton déjeuner avec nous? Ou même 5 minutes, ça suffira. Le temps d'aller prendre un café, le temps de prendre l'air. Mais proposez-lui de venir avec vous, de sortir un petit peu de son quotidien. Parlez-lui, alors,
de relaxation, d'activité physique. Ce que je veux dire par là, c'est le fait de prendre soin de lui. Son cerveau, il a besoin de repos. D'ailleurs, peut-être que vous-même, vous êtes concerné quand on est en surcharge mentale. On l'a vu tout à l'heure dans la boucle finale de la surcharge. La pire chose à faire, c'est de ne pas lâcher et de continuer parce qu'il va y avoir cet engrenage-là. Et au bout d'un moment, vous l'avez compris, ce sera naturellement votre corps qui va lâcher. Il va vous dire stop, ça suffit. Pour votre survie, votre cerveau, il va faire un reboot. Alors, autant proposer à la personne, déjà d'emblée, de prendre soin d'elle, de faire des coupures ou effectivement d'aborder des choses qui permettent de se décharger la tête. La relaxation, je pense notamment à la méthode 3-6-5, qui est au final de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Je veux bien effectivement des petits commentaires dans le chat dans ce cas-là. C'est une méthode de relaxation qui se base sur la respiration. C'est très intéressant du coup à aborder. Et sinon, si vous ne connaissez pas cette méthode-là, vous pouvez regarder. Il y a plein d'applications, comme je pense notamment à Cardia, qui nous permettent du coup de faire des exercices de respiration pour se calmer. L'activité physique, je ne vous cache pas que c'est ultra efficace. Alors oui, je sais, il faut s'y mettre, mais quand notamment vous faites une activité plutôt intensive, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Ça vous permet de vous calmer. Alors il y a deux écoles là-dessus. Il y a ceux qui préféreront le côté plutôt doux avec le yoga, etc. Il y en a d'autres qui iront courir. Moi, par exemple, je fais du crossfit. Je vous assure qu'à la fin, vous êtes tellement crevé que ça marche pas très bien. Ensuite, et ça, le plus important du webinaire, ce qu'il faut retenir, on soulage si et quand on le peut. Le but n'est pas de se mettre en propre situation de surmenage. Et si on n'est pas en mesure, effectivement, de pouvoir le faire, on va l'aider à établir ses propres priorités, d'autant plus vous, parfois manager, qui êtes très concerné par les sujets, des fois même surchargé, aider la personne à établir ses propres priorités ou même à se prendre plus de temps pour elle potentiellement couper, partir un peu plus tôt sur le travail. N'hésitez pas à aller lui mentionner effectivement de couper sa journée. Ce sera toujours mieux qu'un arrêt maladie. En tant que manager décision. Je me permets, je te coupe, il y a eu une question alors, à laquelle je crois que tu as répondu, mais je préfère te la poser quand même. On a Valérie Desneiges qui a dit « Et comment aider une personne lorsque l'on est soi-même en surmenage ?» Bah voilà, du coup, effectivement, je commence à y venir. Donc vraiment, le plus important, c'est Valérie, c'est ça qui a posé cette question. Ok. Bon, Valérie, le plus important pour vous, mais je parle aussi pour les autres, vraiment, j'insiste, ne prenez pas les tâches de cette personne-là. N'allez pas vous-même vous rajouter du plus, vous n'êtes pas toujours en état actuellement de le faire. Par contre, effectivement, ce sera de l'aider sur les priorités. Et quand je parle de la gestion des priorités, c'est pas spécialement de la gestion des tâches, même si ça peut être ça. Ça peut être aussi effectivement la manière de concevoir le travail qui peut être important. Ça peut être aussi d'aller lui proposer de l'aide en extérieur, d'aller voir quelqu'un, de faire une coupure par rapport à son milieu de travail. Aussi, comme je vous disais, voilà, de lui proposer de prendre du temps pour elle, de faire des pauses, etc. Surtout pas de reprendre le travail de la personne. C'est plutôt du coup par ces différents aspects-là qu'on va pouvoir aller l'aider. En tant que manager et décisionnaire, du coup, je fais un point, un focus particulier pour vous. Déjà, si vous-même vous êtes concerné, une première chose à faire, ce sera d'essayer de déléguer une partie de vos responsabilités. Vous l'avez compris, des fois c'est difficile. Attention, je ne dis pas que ça va pouvoir se faire du jour au lendemain. Le plus efficace, du coup, ce sera effectivement la délégation d'une partie de vos responsabilités. Demandez à quelqu'un en qui vous avez plutôt confiance ou alors sur une tâche sur laquelle vous savez qu'il n'y aura pas d'urgence ou alors en tout cas pas d'importance, demandez à quelqu'un de le faire. De même, voilà, quand je demande à quelqu'un de le faire, au final, c'est d'une certaine manière une marque de reconnaissance de l'expertise de ses collaborateurs et ça vous permettra aussi d'instaurer la confiance et l'autonomie. J'essaye d'être attentif aussi à la souffrance des autres. On y est toujours plus ou moins quand même sujet, d'autant plus avec vos postes. Grâce notamment à cette prise de conscience, on mesurera mieux l'urgence d'une situation et réagira plus vite. Ce sera aussi important de se demander sincèrement si on va bien et de savoir écouter l'autre pour lui apporter une vraie qualité, une qualité d'écoute aussi dans les relations et la culture du feedback, il n'y a rien de mieux. Si jamais vous remarquez que quelqu'un ne va pas bien, allez le voir, allez lui poser la question. N'hésitez pas à parler. Et enfin, je vous incite très fortement à vous poser des limites physiques et temporelles. Alors ça concerne tout le monde, y compris quand on n'a pas une position du coup manager ou décisionnaire.
Réussir à se poser un planning réalisable, faire le point sur notre gestion des tâches, avec notamment la fameuse matrice d'Eisenhower que je vous mets juste sur le côté. C'est du coup comment classer mes tâches par rapport à l'urgence ou alors l'importance de ces dernières. Et effectivement, si aucune d'elles n'est urgente et importante, on les abandonne. Ce que j'entends par là, c'est qu'elles sauront revenir quand elles seront à nouveau urgentes et importantes. Ou alors à traiter en priorité s'il y a les deux. Et effectivement, si j'ai juste de l'urgence, eh bien dans ces cas-là, je délègue. Si c'est quelque chose d'important mais non urgent, j'essaierai de planifier dans le temps pour pouvoir le faire correctement. Trello, effectivement, est un outil de gestion des tâches qui fonctionne très très bien. Il y en a d'autres. Je pense notamment à Notion, qui a pu me présenter une de mes collègues, qui peut présenter ce genre d'outil-là de gestion des tâches. Et encore, on ne s'oblige à ne pas travailler pendant la pause déjeuner ou alors le soir en rentrant chez soi. On ne consulte pas nos mails pro. On évite de répondre quand on le peut parce que soi-même, quand on répond à des mails, on va potentiellement amener quelqu'un d'autre à y répondre et c'est là que vous voyez l'engrenage se redéclenche. On essaie de ne pas rallonger sa journée et j'insiste, prenez des pauses, même 1 minute ou 5 minutes, de toute façon le temps d'aller aux toilettes ou alors d'aller prendre un café, ça ne vous tuera pas dans votre planning. Par contre, ça vous apprendra ça vous apportera la bouffée d'air nécessaire dont vous avez besoin. Et attention, des pauses de 5 minutes ne sont pas suffisantes. Des fois, de prendre des pauses de 20 minutes ou même 30 minutes le temps de manger, c'est essentiel. Pitié, quand vous le pouvez, ne mangez pas devant votre écran d'ordinateur ou alors ne mangez pas devant voilà, votre espace de travail. Prenez l'air, allez manger avec vos collègues, etc. Quand vous pouvez le faire, faites-le. Au sein de l'entreprise, enfin, 3 leviers d'action. Eh bien, je vais peut-être pouvoir revoir l'organisation actuelle. Enfin, la structure déjà peut penser à revoir l'organisation actuelle. On essaiera, comme je vous disais, de regarder les indicateurs pour identifier le phénomène. On repérera les sources de la charge mentale que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure. On essaiera d'évaluer les difficultés. Et on priorisera aussi les ajustements. On voit comment est-ce qu'on peut faire autrement. On essaye de se faire aider par des experts. Je pense notamment à une analyse ergonomique qui peut être très efficace, notamment sur 3 composantes, comme je vous en parlais, cognitive, psychique et temporelle. Essayez du coup de travailler dessus en interne avec des fois effectivement une équipe qui va pouvoir gérer le sujet ou alors sinon faites-vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, il y a vraiment des organismes qui peuvent intervenir pour vous aider là-dessus. Développer la communication d'un point de vue collectif. Toute équipe a intérêt à initier une discussion sur le sujet pour comprendre les ressentis de chacun, les besoins des uns et des autres, s'accorder sur des règles et des bonnes pratiques communes. Et enfin, on évalue le rapport au temps. Nous, on le fait assez continuellement au sein de Sémaphore. C'est d'essayer notamment de voir le temps qu'on passe, notamment sur chacune des activités, et pour à la fin essayer d'équilibrer, de donner du temps aux collaborateurs pour collaborer ensemble, décompresser, mieux réfléchir et nourrir la créativité. On essaye notamment des fois de se faire des journées d'équipe en extérieur. On se fait aussi des temps d'équipe sur certains sujets. Là, par exemple, sur les bilans de compétences, on était à 3 ou 4 à discuter sur le sujet. On essaye même de le faire des fois avec d'autres cabinets pour pouvoir justement éviter de rester dans son coin et de ne pouvoir penser qu'à ça et ne pas se trouver des solutions. Voilà, essayez avant tout de communiquer avec les autres, de vous donner du temps aussi pour réfléchir à certains sujets qui sont épineux et du coup, effectivement, pouvoir se sortir de cette charge mentale. Et maintenant, il est l'heure de vous donner mes trucs pour la décharge mentale. Avant que je me lance sur le sujet, est-ce que certaines personnes ont des questions? Ou alors je peux embrayer sur la suite? Il n'y a pas de questions, Anaïs, tu peux y aller. Ça marche. Si jamais tu envoies, Chloé, t'hésite pas. Je te fais un petit jamais signe. vous en avez, ça marche. Et si jamais vous en avez, n'hésitez pas non plus. De toute façon, on aura un temps à la toute fin du webinaire. Avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions si j'en ai la possibilité. Alors, des solutions dans le vide si je ne les ai pas moi-même testées et approuvées, ou alors mes collègues ne l'ont pas fait. On l'a vu tout à l'heure, biologiquement parlant, on n'est pas capable de tout gérer. Donc, on va devoir prioriser. On essaye de planifier l'ensemble des tâches à réaliser, professionnelles et personnelles, avec une to-do list bien organisée et bien hiérarchisée. Et puis en plus, quand on écrit des choses, ça permet d'éviter de ruminer et potentiellement, ça vous permet de tout poser. Attention, une to-do list, ça doit se faire dans les règles de l'art. Pas plus de 10 points dans ma to-do list, sinon c'est plus une to-do list, là vous faites un planning mensuel. Voilà.
pas plus de 10 points. Et surtout, je dois essayer que mes points soient des choses réalisables concrètement. C'est-à-dire que si je me donne une action qui est trop large, je vais devoir la décomposer par la suite. Si jamais je me donne une action qui est trop vaste, peut-être qu'elle n'est pas mesurée temporellement. Par exemple, je dois à tout prix aller au pressing pour m'occuper de ma veste. Si, entre guillemets, je ne me donne pas un timing pour le faire, eh bien, effectivement, ça pourra perdurer dans le temps, ça n'aura pas d'urgence et d'importance. Ce que je peux proposer aussi, qui est très intéressant pour vous, c'est de faire une did list. La did list, c'est notamment toutes les choses que j'ai pu accomplir dans la journée. Ça fait beaucoup de bien de voir des fois toutes les choses qu'on a pu accomplir dans la journée pour se dire, en fait, j'ai pas tourné en rond, j'ai fait tout ça dans ma journée. Point numéro 2. On essaye de faire des micro-pauses. Je vous en parle depuis le début de ce webinaire. 3 à 5 minutes tous les 3 quarts d'heure, 1 heure. Et de vraies pauses sans téléphone, ordinateur, réseau social pour se régénérer. Si vous avez un parc à côté de chez vous, allez marcher, même 10-15 minutes, ça vous fera du bien. Sinon, allez prendre l'air. Pour les fumeurs, je sais, je ne vous incite pas à fumer, mais allez prendre votre pause cigarette. Et ceux qui ne fument pas, allez prendre une pause non cigarette, ça vous fera aussi du bien. Sinon, de toute façon, je vous le disais, c'est votre cerveau qui va faire un reboot tout seul, et quand il le décidera, donc c'est pas spécialement l'idéal. Hop. On arrête le multitasking, pardon, et donc les interruptions. Je fais une chose à la fois. Je mets les notifications en pause. Ça, d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Avec votre ordinateur, et notamment là avec Windows, je ne pense pas que vous allez voir, mais quand vous allez du coup en bas de la barre de recherche, vous avez moyen de mettre les notifications en silencieux. Si vous avez un travail de fond à faire, mettez-vous au moins 25 minutes. Ce sera parfait pour pouvoir vous concentrer. Et ensuite, vous la réactivez. 25 minutes, c'est suffisant, sauf si bien entendu, il y a une gestion de l'urgence immédiate, et là, dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de faire autrement. Ne pas regarder vos mails en continu tout au long de la journée aussi, c'est une bonne chose. Prenez-vous des temps pour le faire, soit en tout début de journée, après la pause déj, et puis enfin en fin de journée, c'est peut-être intéressant. Si la mission ou le processus que vous êtes en train de faire est trop complexe, vous pouvez essayer de la simplifier en la découpant en sous-objectifs, demander une assistance ou alors une aide à quelqu'un, une personne experte, en interne ou en externe, un de vos collègues, ou bien effectuer aussi une formation. Vous avez souvent votre mutuelle aussi qui vous propose notamment des formations sur le sujet, ou alors je pense aussi à votre compte de formation. Voilà, vous arrivez sur un domaine, vous ne savez pas tout à fait gérer, vous pouvez utiliser votre compte de formation pour du coup vous former sur le domaine. Je vous rappelle encore que vous avez une cagnotte qui vous est accessible, et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas regardé combien vous avez sur votre cagnotte qui est implémentée tous les ans, jetez un œil, ça pourrait être intéressant pour les formations. Ensuite, en 5e solution, on a tous nos limites et nos préférences, ce qu'on sait faire ou pas, nos limites de mémoire. Moi, par exemple, j'ai une très mauvaise mémoire sur des tâches qui ne vont pas du tout me plaire. Est-ce que j'ai une mémoire sélective? Peut-être, comme peut-être vous aussi. Donc, comme vous seriez compréhensif avec vos collègues si effectivement ils n'arrivent pas à mémoriser certaines choses, oui, on en connaît certains qui n'arrivent pas à très bien retenir certaines choses, vous-même avez le droit d'être bienveillant avec vous-même, vous faites de votre mieux. C'est la solution bisounours, mais c'est une solution réelle. On est souvent les plus durs avec nous-mêmes, on ne s'accorde pas le droit à l'erreur. On est humain, on a le droit à l'erreur, j'insiste fortement là-dessus. La perfection n'existe pas, seules les bonnes intentions comptent. Laissez les autres faire les choses, même si la finalité n'est pas comme vous l'auriez espéré. C'est une responsabilisation progressive. Oui, ça veut dire que vous faites un pari sur l'avenir quand vous demandez à quelqu'un, petit à petit, de faire les choses, d'où la pratique du feedback aussi pour l'aider à s'améliorer. Et enfin, prenez soin de vous. On prend soin de soi pour décompresser avec, du coup, comme je vous disais, le sport, le yoga, la méditation, le loisir. Le but du jeu, pourquoi est-ce que je vous parle effectivement de décompresser, etc. À quoi ça sert? Quel est le lien avec la charge mentale? Vous l'avez compris, au final, la charge mentale, elle est génératrice de stress. Et du coup, le stress, c'est lié à notre système nerveux. Alors là, je vous parle du système nerveux parasympathique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, le système nerveux parasympathique, c'est quelque chose qu'on peut stimuler pour réussir à nous détendre. Ça va nous permettre de nous détendre, de diminuer le stress, de gagner en clarté d'esprit et se focaliser sur le moment présent.
Le corps fonctionne avec les hormones. Il fonctionne du coup naturellement. Si vous voyez par exemple un chien agressif, vous allez avoir peur, vous allez avoir beaucoup moins de contrôle parce que votre corps du coup va se stimuler pour une seule chose, fuir. Et un peu étrangement, quand on a une très forte charge de travail, le corps va se manifester exactement de la même manière. Vous allez stresser face à votre charge de travail. Vous allez du coup devoir gérer la situation plus ou moins avec clarté et forcément, on va être beaucoup moins en mesure de réfléchir correctement. Donc, prenez soin de vous avant tout pour réfléchir notamment sur les activités que vous pouvez faire à côté ou alors même prioriser vos domaines de vie. Et justement, c'est le dernier outil que je vais pouvoir vous apporter. Alors, si vous avez une feuille blanche, je vous invite très fortement à la mettre devant vous. Si vous n'avez pas de feuille blanche, ouvrez bien vos oreilles parce que je vais vous présenter un exercice de coaching, du coup, et de développement personnel qui s'appelle les domaines de vie de Hudson, du nom, du coup, de la personne qui a créé cet exercice. Si vous avez votre feuille blanche devant vous, on va faire du dessin. Je vais vous demander de faire un premier cercle. Ce premier cercle représentera du coup votre quotidien. Et vous allez le diviser du coup en 5 parts qui ne seront pas égales. Vous allez le diviser avec le domaine personnel. Le domaine personnel, qu'est-ce que c'est? C'est au final tout ce qui me concerne. Ça va être le temps que je prends pour moi, par exemple, pour aller voir le médecin, mais aussi pour mes loisirs, pour ma culture, pour mes sports, pour mes sorties. On a un autre temps, on peut diviser notre quotidien par autre chose, c'est du coup le domaine familial. Ici, ça mène du coup le domaine parental, ce sera tout ce qui va être lié au trajet, au repas, aux devoirs, aux activités. On a le domaine physiologique, comment est-ce que je m'occupe de mon hygiène, de mon sommeil, de mon repas, de ma santé. On a enfin le domaine professionnel, donc tout ce qui va être mon activité professionnelle, mes trajets, ma formation. On peut aussi compter dedans des fois le temps de recherche d'emploi, quand on est effectivement demandeur d'emploi. Et enfin, la partie domestique, quand je dois faire les courses, le ménage, le jardinage, le bricolage. Voilà. Tous ces temps-là, je vous les ai indiqués. Je vous invite à essayer de les représenter dans votre cercle, dans votre quotidien. Je ne vous demande pas de me faire des pourcentages extrêmes en me disant bah, moi j'ai 50% de professionnels, etc. Faites-le au feeling. Essayez de représenter vos domaines de vie là, actuellement. Comment du coup ça se manifeste chez vous? Et d'ailleurs, en commentaire, je veux bien que vous me disiez du coup, selon vous, quel est le domaine qui prend le plus de place dans votre quotidien? Moi, personnellement, actuellement, celui qui prendrait le plus de place dans ce que je ressens, c'est le domaine professionnel, mon quotidien de travail. Toi aussi, Chloé? Et est-ce que tu vois du coup d'autres réponses dans le chat? Oui, ben on a beaucoup de pros. Beaucoup de pros? Ça marche. Deuxième étape. Vous allez me refaire le même cercle à côté ou au dos de votre feuille. Et cette fois-ci, je vais vous inviter à représenter vos domaines comme vous aimeriez qu'ils soient. Dans une vie idéale, comment est-ce que se positionneraient vos domaines? Bon, moi, je ne vais pas le dessiner, mais j'ai déjà la réponse à cette question-là. Moi, personnellement, le domaine qui prendrait un peu plus de place cette fois-ci, donc déjà le professionnel diminuerait fortement, et celui actuellement qui a besoin de prendre le plus de place, ce serait effectivement le domaine plutôt physiologique. Oui, j'ai besoin de sommeil en ce moment. Celui-là prend le plus de place, suivi ensuite du personnel. Et du coup, je veux toujours bien effectivement que vous me mettiez en commentaire quel est cette fois-ci, dans un idéal, le domaine qui serait le plus important pour vous. Et moi, je te rejoins aussi sur le physio. Le physio, ok. Oui. Que nous disent du coup nos participants? Physio, perso physio, physio, Ok. Souvent la même chose, hein. perso. Ouais. Et maintenant, j'ai deux questions pour vous. Et pour vous directement. D'ailleurs, question que je veux aussi me poser à moi-même. On a du coup notre camembert qui représente notre domaine de vie actuel, la répartition actuelle. Et enfin, notre camembert qui représente du coup la répartition idéale. On est d'accord, une répartition idéale n'est pas toujours la plus réaliste possible. Par contre, je vous apporte les questions suivantes. Première question, sur quoi dois-je être vigilante pour que mes domaines de vie
correspondent à ma répartition idéale. Je répète, du coup, sur quoi est-ce que moi, je dois être vigilante pour que mes domaines de vie correspondent à ma répartition idéale. Par exemple, de mon côté, je sais que j'ai tendance à finir toujours un petit peu plus tard et effectivement, j'ai tendance à ramener du travail chez moi. Ça, c'est 2 points de vigilance sur lesquels je vais devoir faire attention. Un autre point de vigilance, mon domaine physiologique, je ne le respecte pas correctement. Je le mets en second plan. Mon sommeil, j'ai tendance notamment à faire ce qu'on appelle de la procrastination du soir. Ça veut dire que je vais me coucher très très tard pour pouvoir justement m'occuper de mes loisirs, mes divertissements, pour pouvoir profiter. Un peu comme les enfants, vous savez, quand ils ne veulent pas se coucher le soir. Oui, voilà, je suis une grande enfant. Mais vous aussi, peut-être que ça vous concerne. Oui. Et enfin, ma deuxième question. Quelles actions est-ce que je décide de mener afin que je puisse me rapprocher de ma répartition idéale? Oui, je vais vous proposer de vous engager à la fin de ce webinaire-là, du coup, et je vais vous proposer de noter en commentaire, notamment, pour vous, quelle action réaliste vous décideriez de mener suite à ce webinaire-là, afin que cette répartition idéale puisse au final devenir de plus en plus concrète. Moi, par exemple, je vais m'engager à partir de maintenant, du coup, à me coucher à 23 heures et si possible, diminuer les écrans 15 minutes avant de me coucher. Normalement, c'est 30 minutes, mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc, voilà, du coup, effectivement, ma décision que je pourrais faire. Est-ce que tu vois, du coup, quelques actions que prennent les personnes qui regardent ce webinaire, Chloé? Alors, Est-ce qu'on a des personnes qui s'engagent parmi nous? Alors pour le moment, non, mais je pense que c'est en train d'écrire. Ah bah voilà, diminuer les écrans et faire un bilan de compétences pour Emeline. Ah, au plaisir alors. Effectivement, le bilan de compétences, ça peut être quelque chose de très, très important. Et d'ailleurs, nous en venons à la fin de ce webinaire. Pour aller plus loin, n'hésitez pas effectivement à me contacter par ce biais. Le bilan de compétences est quelque chose qui nous permet justement de nous positionner sur ces sujets-là, sur les sujets, effectivement, la répartition de nos temps de vie et sur aussi ce qu'on souhaite prioriser dans le quotidien. Maintenant, si vous avez des questions, je vous invite du coup à les noter dans le chat. Je vous invite aussi, bien entendu, à activer vos micros peut-être pour me les poser au plaisir. Et je vous remercie aussi quand même de m'avoir écouté et d'avoir été aussi participatif. Est-ce que vous avez des questions là tout de suite? En tout cas, il y a des personnes aussi qui ont également répondu un meilleur sommeil et ne pas répondre aux mails pro en fin de journée, prendre soin de soi, 15 minutes de lecture plaisir chaque jour, partir moins tard du boulot et se coucher plus tôt. Ça, je partage l'avis de Laurence. Je devrais faire la même chose. La personne qui a noté prendre plus soin de soi. Et si je peux vous aider à aller un peu plus loin, justement, comment est-ce que vous aimeriez prendre soin de vous? Vous n'êtes pas obligé de me répondre dans la barre de recherche, mais posez-vous la question. Prendre soin de soi, du coup, ça veut dire quoi pour moi? Peut-être que prendre soin de moi, effectivement, ça va aller être de me prendre un rendez-vous chez le coiffeur, de me prendre 30 minutes le soir pour bouquiner ce bouquin qui commence à traîner dans ma bibliothèque et qui commence aussi à prendre la poussière. Peut-être que prendre soin de moi, ça va aller voir mes proches. C'est très, très différent prendre soin de soi. Donc, allez jusqu'au bout, effectivement, des actions. Demandez-vous de quoi vous avez besoin. Voilà, pour prendre soin de vous. Ça vous permettra de donner des actions plus concrètes. Et moi, Naïs, je m'engage à ne plus répondre aux mails le soir à la maison, tu vois, de déconnecter en fait, de plus répondre aux mails, plus ouvrir, voilà, quoi que ce soit, voilà, déconnecter. Faites-vous un couvre-feu. Voilà, couvre-feu, allez à 21h, fini les mails. Si effectivement vous êtes d'une tendance tardive. Sinon, mettez-le plus tôt. Hein, regardez la preuve, quand des fois il y a certaines personnes qui quittent le travail et qui n'ont pas spécialement de boîte mail, hein, effectivement, là, ces personnes-là, elles ne consultent pas leur mail. Et du coup, la fin de journée, elle est à 17h, elle est à 17h, point. Alors, je sais que tout le monde n'a pas effectivement les mêmes responsabilités dans le travail, mais vous avez le droit aussi de vous l'accorder, bien sûr, quand c'est possible par rapport à votre quotidien. Est-ce que tu as des questions qui commencent à apparaître? Enfin, des questions, non, mais du coup, il y a Nathalie qui a répondu par rapport à prendre soin de soi. Donc, c'était soins perso, lecture plaisir, restaurant, amis, activités perso, enfin, se centrer du coup sur soi. D'accord, ça marche. C'est très bien, Nathalie. Du coup, je vous invite fortement à vous engager dans cette démarche-là pour vous-même. Hein, faites-le avant tout pour vous.
Y a-t-il du coup des questions qui apparaissent ou Non, il n'y a toujours pas de questions, mais il y a beaucoup de... Merci beaucoup pour cet échange, pour ce webinaire, pour les informations. Ah, ça me fait plaisir. Effectivement, voilà, le webinaire pour aujourd'hui notamment est terminé. Voilà, je reste présente si jamais vous avez quelques questions. Alors, en direct ou alors en off, avec grand plaisir. Je vous remercie encore tous d'avoir pu vous joindre, hein, Chloé. Du coup, je pense que toi aussi, du coup, Oui, tu te joins à moi pour ces oui. remerciements. Et puis, du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou alors quelques petits commentaires, avec grand plaisir. On n'a toujours pas de questions. Alors si, comment faire Ah, prendre conscience de cette surcharge mentale à nos hiérarchiques? ok. Alors, si je comprends bien du coup la question, c'est une personne du coup qui va avoir une surcharge mentale et qui effectivement n'arrive pas forcément à évoquer le sujet peut-être avec ses responsables hiérarchiques, c'est ça, Je pense potentiellement que c'est je ça. pense. Oui, elle a dit oui. Ah, merci. Et du coup, qui me pose la question, que j'ai le Euh, prénom? Nathalie West. D'accord. Ok, ça marche, Nathalie. Alors, la première chose que je pourrais effectivement vous conseiller de faire, Nathalie, et pour moi la plus évidente, effectivement, c'est d'aller en parler. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je vous incite très très fortement à prendre un rendez-vous, notamment avec peut-être votre hiérarchie, votre manager direct, et d'aborder le sujet si c'est possible. De toute façon, effectivement, peut-être que ça ne sera pas toujours très bien reçu. Dans ces cas-là, si jamais vous avez un sujet un peu touchy comme ça à aller aborder, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de méthodes de feedback ou alors même de communication non violente. Je vous inviterai toujours à venir avec des faits. Commencer par l'échange avec des faits. Notamment, bah voilà, donc ça fait depuis X temps que du coup je ressens ces effets-là. Et ensuite parler effectivement de choses concrètes. J'ai du mal à décrocher du coup le soir quand je rentre chez moi. J'envoie des mails régulièrement le soir. Voilà, donner des exemples concrets de votre situation actuelle pour ensuite du coup aller aborder le sujet et mentionner effectivement ce que vous souhaiteriez. Partez toujours avec des faits. Si jamais il y a d'autres personnes peut-être qui ont des idées aussi dans le chat, des compléments à ajouter, effectivement, vous pouvez vous-même échanger entre vous avec grand plaisir. Je pense que ici, les expériences des uns et des autres seront judicieuses pour nous tous. Donc effectivement, voilà, je vous inciterai d'abord à aller en parler. S'il n'y a toujours pas d'écho ou quoi que ce soit, allez peut-être aussi le remonter aux ressources humaines. Et puis, bien entendu, s'il n'y a toujours pas d'amélioration ou quoi que ce soit, vous-même, agissez pour vous, commencez à vous faire accompagner ou de même déjà de votre côté à essayer de freiner si possible. Voilà, Nathalie, j'espère que j'aurais pu répondre à votre question. Nathalie a justement marqué super, merci, c'est effectivement la démarche que j'envisageais pour Oui. ce rendez-vous demain. Bon, bah écoutez, je croise les doigts pour vous en tout cas, Nathalie, demain. Vraiment, c'est important tous et toutes, communiquer. C'est très important. Et d'ailleurs, j'en ai pas forcément trop parlé, mais communiquez-en aussi par rapport à vos proches, par rapport aux gens autour de vous. Je sais que vous n'avez pas envie de les déranger, que vous n'avez pas envie de les aider les embêter avec ça, et que vous vous inquiétez aussi quelquefois que nos propres collègues sont soi-même en surmenage. Discutez-en. Ils n'ont pas spécialement besoin de s'engager pour vous ou alors à récupérer votre charge de travail. C'est peut-être même pas ça que vous leur demandez. Mais parlez-en, sortez-le de vous, abordez le sujet comme vous le feriez du coup pour quelqu'un où vous avez l'impression qu'il ne va pas bien, permettez-le pour vous. C'est important. Et parlez-en aussi à vos proches, à vos amis, à votre famille, etc. Ou alors avec une personne extérieure que vous ne connaissez pas, allez voir, je pense, quelqu'un en développement personnel, un psychologue, parlez-en à votre médecin, mais ne restez pas tout seul. Est-ce que du coup nous avons d'autres questions ou Non, alors... on n'a plus d'autres questions, donc on peut Et couper. Eh bien, effectivement, voilà. Il va être temps de clôturer ce webinaire. En tout cas, je vous remercie encore tous de votre participation, de vos échanges. Du coup,
Je ne peux pas encore vous dire effectivement le thème du webinaire prochain, du DGRH prochain. En revanche, ce que je vous invite à faire, tous et toutes, c'est d'essayer de le deviner. Vous pouvez du coup aller sur LinkedIn, sur la vidéo de notre DGRH qu'on avait publiée, et je vous invite à deviner en commentaire quel pourra être le thème de ce prochain DGRH. Vous aurez une communication qui vous sera faite, bien entendu, d'ici quelques semaines. Je vous remercie encore tous, je vous souhaite une excellente journée et puis un bon appétit également. Et puis, eh bien, je vous dis peut-être à bientôt.